bien, bonjour à tous et bienvenue sur le stand de la Coopération agricole pour cette 4e édition d'Agrostrophe, le rendez-vous littéraire de la ruralité, l'agriculture et l'alimentation. Organisé donc par la Coopération agricole, en partenariat avec le CIRPA, le syndicat des communicants agricoles, représenté ici par Marie-Laure qui va animer avec moi. On est ensemble pour 1h15, 1h30, avec les auteurs de 4 ouvrages, des romans, des essais, qui tous, d'une manière ou d'une autre, donnent à voir une facette de ce monde agricole. Ces différentes facettes, c'est une filiation magnifiée de Anne Berest avec Finistère. Le sol, quasi déifié parce que comme vous écrivez le sol toujours avec un S majuscule, voilà, vous expliquerez pourquoi tout à l'heure. L'eau, disputée de Gaspard Koenig. Et enfin, le bon sens paysan, reconvoqué par Philippe Royer. Merci Anne d'avoir renoncé à vos vacances pour venir ici, mais en même temps c'est un peu dangereux les sports d'hiver en ce moment, donc vous serez beaucoup plus en sécurité ici. Un merci spécial à Julien et Gaspard qui étaient déjà là à la première édition d'Agrostrophe il y a 2 ans pour vos 2 ouvrages de l'époque, Nourrir sans dévaster de Julien de Normandie avec son compagnon de l'époque Éric Orsena, et Humus, grand succès de Gaspard, de grands succès littéraires. Merci aussi Philippe Royer. Vous êtes d'ailleurs ici un peu chez vous sur le stand de la Coopération agricole et vous nous les expliquerez tout à l'heure. Merci beaucoup Denis, bienvenue à toutes et à tous et merci beaucoup à tous les 4 de nous faire le plaisir d'être avec nous. Alors je précise que vous pouvez d'ores et déjà vous procurer les ouvrages de nos auteurs, là juste sur la gauche, et il y aura une séance de dédicace qui suivra ce plateau dans à peu près 1 heure. Alors, pour commencer cette émission, comme le veut la tradition, on fait toujours un petit clin d'œil à Bernard Pivot. On a envie de vous poser la question. Il y a 2 ans, vous avez eu droit à cet exercice aussi, Julien et Gaspard. Mais on va recommencer, on va voir si vous êtes actualisés. On a envie de vous poser cette question. Votre mot préféré et détesté en agriculture? Alors, je commence... Un seul mot. Hein. Un seul mot. Préféré ou détesté? Gaspard réfléchit. Anne, vous avez envie de vous lancer? Qui se lance? Moi, je ne suis pas du tout quelqu'un de la spontanéité. Eh bien, prenez le temps de réfléchir, puis vous me direz peut-être à la fin du plateau. Exactement. Eh bien, parfait. On fait comme ça pour Anne. Je vais me lancer. Merci, Philippe. Un mot préféré pour moi, c'est vie. La vie. La vie. Très bien. Et le mot détesté? Le mot détesté, individualisme. Bien noté, Philippe. Merci, Julien. Je vais commencer par le mot que je déteste, avant. Parce que je trouve qu'on est toujours dans une image véhiculée aussi par le marketing de nos produits avec tout était mieux avant et voilà la crémière et c'est comme ça qu'on fait les yaourts, etc. Je vois qu'il y a... Exact, et j'ai hésité aussi à le faire. J'espère ne pas avoir à dire dans 2 ans après. Et puis le mot que je préfère et qui je pense n'est pas suivi d'ailleurs de ce côté du flow là, si je puis dire, ceci étant assez impressionnant comme flow, c'est le mot de complexité. Je pense que l'agriculture a besoin d'une approche qui assume la complexité des choses. Le vivant, c'est complexe, c'est jamais dichotomique, c'est pas 1, c'est pas 0, c'est pas noir, c'est pas blanc. Et ce mot de complexité, il est à mes yeux essentiel. Essentiel. Et vous avez fait la prouesse d'écrire un livre qui n'est pas du tout complexe, qui est très pédagogique au contraire. Je retiens ces 2 mots. Merci beaucoup. Et bien Gaspard, qui a eu le temps de réfléchir aussi. Oui, bonjour à tous. Merci je ne sais beaucoup, plus ce que j'avais dit l'année dernière, mais enfin il y a 2 ans, mais le mot détesté, c'est probablement chimie, que je distingue de productivisme. Je trouve que quand on attaque le productivisme ou l'agriculture intensive, on comprend ce qu'on veut dénoncer, on a raison de le dénoncer, mais on fait un glissement conceptuel parce que tout agriculteur veut produire et produire beaucoup. Et d'ailleurs, les bio se flattent souvent d'être bio-intensifs et d'arriver à produire davantage au mètre carré ou à l'hectare, en maraîchage par exemple, qu'un conventionnel. Donc le problème n'est pas de vouloir produire et de vouloir produire beaucoup. Le problème est d'introduire dans la nature des choses qu'elle ne sait pas digérer. C'est quoi la pollution? C'est l'insécable, c'est l'indigeste. Le problème n'est pas de toucher à la nature, ni de la travailler, ni de s'y intégrer, parce que en fait, tous les animaux font ça, les humains, mais tous les animaux exploitent, voire même surexploitent leur milieu, on n'est pas les seuls. Le problème, c'est d'introduire des choses qui sont éternelles, les polluants éternels,
les résidus de pesticides et qui nous coûtent beaucoup, évidemment. Et qu'on retrouve dans l'eau. Et qu'on aussi. retrouve dans l'eau, exactement. D'ailleurs, ça va être mon mot préféré, comme ça vous m'avez Voilà. ôté le mot de la bouche. Ça va être l'eau, puisque on la retrouve partout parce qu'elle participe au vivant. Très bien. Trop longtemps, on a considéré l'eau comme un élément abiotique, c'est-à-dire un élément non vivant, qu'il fallait faire transiter d'un point à l'autre en la corsetant dans des canaux. Comme si l'eau c'était l'électricité et qu'on avait un grand tableau et qu'on pouvait l'envoyer ici ou là, la récupérer, la recycler, la stocker. Alors qu'en fait l'eau elle s'intègre au milieu et que la meilleure protection contre les inondations et les sécheresses à une époque où elles vont devenir de plus en plus importantes avec le réchauffement climatique, c'est pas de construire des méga-bassines, c'est de faire des paysages eux-mêmes des bassines, c'est de faire des sols des bassines, parce qu'un sol vivant, un sol une rivière connectée à la vie, parce qu'elle a la vie dans elle, avec des ressources halieutiques, mais aussi des castors et des ripisylves et des méandres. En fait, c'est une eau qui nous est plus utile aussi à nous. Très bien, c'est Voilà. noté. Merci Gaspard, on vous sent passionné sur votre lancée. Donc je n'oublie pas Anne de vous interroger, on n'oublie pas de vous interroger à la fin de l'émission. Attention, sur vos 2 mots préférés. Eh bien justement, on va commencer par vous. Anne Berest, vous avez écrit, ce n'est pas votre premier ouvrage, il y en a eu d'autres avant. Celui-ci s'intitule Finistère. Vous êtes allé explorer la branche familiale paternelle, cette fois-ci, après Carte postale, où c'était plutôt la branche maternelle. Ce prix a eu de nombreuses récompenses d'ailleurs. Vous avez eu le prix Renaudot des lycéens, le prix des lectrices du magazine Elle et le prix Goncourt américain. Donc c'est vraiment un ouvrage qui a trouvé son public, qui raconte de génération en génération l'histoire de votre famille, mais aussi l'histoire de la France, la Seconde Guerre mondiale, mais aussi mai 68. On a envie déjà de vous demander pourquoi vous avez eu envie d'explorer cette partie-là, comment ça a façonné aussi, ça participe de votre identité. Et puis il y a un petit clin d'œil des coopératives, n'est-ce pas Denis? Je crois que votre arrière-grand-père, Eugène Berest, a été le fondateur de la première coopérative agricole bretonne. Et vous allez nous raconter au tout début du livre comment il l'a fait, qu'est-ce qui a été le déclic pour lui. Je vous laisse la parole. Merci. Merci à tous d'être là. Je ne sais pas si on s'entend. Oui, si. Oui, c'est super. Parfaitement. Alors en effet, ce livre Finistère s'inscrit dans un projet littéraire qui a commencé avec un livre qui s'appelait Gabriel, sur mon arrière-grand-mère, puis la carte postale sur ma famille d'Europe de l'Est, les Rabinovitch. Et aujourd'hui, Finistère sur la branche paternelle. Et c'est une œuvre que je construis de livre en livre autour de la question de l'arbre généalogique. C'est-à-dire, qu'est-ce que le transgénérationnel? Comment nos ancêtres vivent en nous sur plusieurs générations, même quand on ne les a pas connus. Et j'interroge toute la question des répétitions dans un arbre. Dans un prénom? Dans un prénom, des transmissions invisibles, des schémas répétitifs. Mes livres sont le déploiement en papier de cette question-là qui me passionne. Et vous avez eu plaisir à vous plonger dans ces racines paysannes, cette Bretagne qui a souffert au début du siècle, qui s'est organisée, qui s'est construite en province par rapport à Paris. C'est vraiment passionnant quand on lit votre livre de lire tout ça. Oui, en effet, je me suis plongée dans les archives, et en particulier les archives de la coopérative La Bretonne. Et là, j'ai découvert un monde que je ne connaissais pas. Et pour revenir à la question du transgénérationnel, et pour vous répondre, par exemple, ce qui m'a intéressée, c'était de travailler sur le rapport de la province et Paris de génération en génération. Pour mon arrière-grand-père, Paris est l'ennemi, puisque les Parisiens sont ceux qui viennent négocier et qui viennent acheter les pommes de terre 9 francs le kilo à Saint-Paul-de-Léon et les revendre 36 francs sur les Halles. Pour mon grand-père, Paris est l'endroit de la formation. Il va venir
étudier à Paris et puis ensuite il va donner sa vie à la Bretagne. Pour mon père, Paris est l'endroit où il va arriver, mais à 18 ans. Et même s'il va passer sa vie à Paris, il reste fondamentalement un Breton. Et notre génération, nous sommes les premières Bérestes à naître à Paris. Nous sommes les premières Parisiennes. Qu'est-ce que ça veut dire dans un arbre généalogique, ce déplacement géographique? Qu'est-ce que ça raconte? Vous racontez merveilleusement bien. Vous avez aussi ce rapport à la paysannerie. Vous avez étudié l'histoire. Vous rendez hommage aux historiens, d'ailleurs, qui racontent tout ça. Votre arrière-grand-père Eugène, ça a été la goutte d'eau, justement, avec ces négociants qui se moquent de ces paysans, qui abusent. Et justement, il faut s'organiser. Eugène sort du lot et il va créer cette coopérative. On a envie que vous nous parliez un petit peu de cette partie-là. Donc, cette coopérative, elle démarre en 1909. En Bretagne, ce sont des mots nouveaux alors. Les mots coopérative, les mots syndicat, ce sont des mots que les gens ne connaissent pas. Ce sont des révolutions. Cette idée qu'il va falloir travailler ensemble, mettre les forces en commun pour être plus fort face aux négociants. C'est véritablement, et en particulier dans ce pays du Léon, une révolution. Ça ne va pas se faire facilement. Je le raconte dans le livre. Très bien, les difficultés auxquelles ces jeunes gens qui croient en la mise en commun des forces, les difficultés auxquelles ils vont se heurter. Et ce sont des histoires, moi, qui m'ont passionnée. Ce sont des vies romanesques, au fond, d'être les premiers à fonder cela. Et c'est grâce, donc, je le disais, aux archives de la coopérative qui existent toujours, que j'ai pu travailler, et en rencontrant aussi des anciens de la coopérative, en rencontrant des paysans, des historiens du Léon, et en découvrant cette histoire de la Bretagne, qui est l'histoire... Traditionnellement, la Bretagne était un pays délaissé par le reste de la France, et on sait d'ailleurs que l'étymologie du mot plouc est un mot breton, puisque les ploucs, ce sont ceux qui habitent les villes qui commencent par plou. Et ce sont les villes du Finistère. On les connaît, les villes en plou, Plougastel. Voilà, je vois qu'il y a une dame qui connaît bien la Bretagne dans le public. Et ces villes en plou est un préfixe qui signifie que c'est plus petit. Que c'est plus petit que les villes en saint. Saint-Paul, Saint-Malo. Et donc, ceux qui vivent dans les villes en plou, ce sont les ploucs. Et ça veut dire quelque chose que ce mot plouc, qui est devenu commun dans le langage français, vienne du breton. Parce que les Bretons étaient considérés comme les bouseux, comme ceux qui étaient arriérés. Et si on lit la littérature du 19e, même chez Hugo, qui est le plus grand des humanistes, sa description de la Bretagne est une description vraiment méprisante. Condescendante, méprisante. Et donc, on pense à Bécassine, évidemment. Oui, j'y pensais en vous écoutant. Cette bonne qui part de Paris pour arriver, qui part de la Bretagne pour arriver à Paris, et qui est cette bonne sans bouche et sans oreille, puisqu'au fond, elle n'en a pas besoin. Donc voilà, c'est toute cette histoire-là qui m'a intéressée et qui va jusqu'en mai 68 avec la grande journée du 8 mai. Qu'on vit vraiment de l'intérieur. La grande journée du 8 mai qui est une journée où tous les ordres se mettent ensemble pour dire leur mécontentement vis-à-vis de Paris. Donc voilà, c'est tout ça qui m'a intéressée. Et en tout cas, c'est effectivement à travers votre œuvre, c'est aussi l'histoire de France qui est racontée, quoi, sans parti pris, vue à travers les vies, et oserais-je dire aussi à travers la chair de vos aïeux. Pour les coopératives, il va falloir qu'on vous en propose un boulot de consultant à la direction de la communication, parce que vous avez les éléments de langage formidables sur les raisons de création de coopératives qui sont toujours valides aujourd'hui. Venons-en à vous, peut-être Gaspard. Si vous en êtes d'accord, vous étiez donc avec nous il y a 2 ans pour votre roman Humus, qui a reçu le prix Interallié, un formidable plaidoyer pour le sol et les vers de terre. Votre sujet dans la quoi, c'est l'eau, donc l'un des 4 éléments fondamentaux auxquels vous vous attelez à une tétralogie. D'ailleurs, le prochain, c'est l'air ou le feu ? Une chance sur 2, oui.
dans la quoi vous cultivez à merveille votre style si savoureux entre facétie et gravité quand même, parce que c'est des problèmes graves. Mais c'est aussi les relations ville-campagne, peuple, élite, ruraux, néo-ruraux. C'est une unité antique et féroce, hein, aussi satire sociale en fait. Je m'arrête là pour l'instant, mais racontez-nous le pitch d'Aqua en 2 minutes. Non, je ne vais pas faire ça, mais en revanche, moi, je n'ai pas le sentiment d'écrire des romans ni écologiques, ni militants. Je pense que j'écris des romans de société, mais qu'aujourd'hui, la société ne peut pas faire l'économie de son milieu. Et qu'on ne peut plus raconter les relations entre êtres humains sans raconter où elles prennent place. D'ailleurs, à un moment donné dans le livre, je décris le ministère de l'écologie. Vous savez où est le ministère de l'écologie à Paris? Vous savez peut-être. Le ministère de l'écologie, enfin l'administration du ministère de l'écologie est à La Défense. C'est une tour qui est en face de la tour Total et de l'autre côté du périph'. Et donc c'est une tour totalement minérale et vous rentrez dans la tour Sequoia et vous voyez des petites étiquettes charmantes, bureau de la biodiversité, bureau du fluvial qui vous évoquent toutes sortes de choses très poétiques. Mais les gens qui prennent des décisions sur ces sujets-là passent 20 ans ou 30 ans dans une tour et le milieu réagit sur la manière dont vous voyez le monde et dont vous pensez. Donc ça se passe à la tour Sequoia, mais ça se passe aussi dans mon village de Saint-Firmin, que j'imagine, qui va être confronté donc à une crise de l'eau. Et l'eau, c'est l'élément, autant pour moi le sol était l'élément de la radicalité politique, l'eau, c'est l'élément de la démocratie. Parce que quand les hameaux se sont constitués, ils ont évidemment été là où il y avait un point d'eau. Et le premier sujet dont on a parlé en commun, le premier sujet de l'Agora, c'est qu'est-ce qu'on fait de l'eau ? Qui en prend soin? Comment on se la partage? À quel rythme? Est-ce qu'on est certain qu'on va beaucoup en avoir? Bon. Tous ces sujets nous paraissent maintenant complètement abstraits. On ne sait absolument pas d'où vient l'eau, on a des bouteilles plastiques partout, et quand on appuie sur le robinet, l'eau coule et on ne se pose pas de questions. Or, l'eau reste un élément local. Qui sait aujourd'hui d'où vient son eau? Sur quel bassin versant? À Paris, on est sur un bassin versant, l'eau vient de quelque part. Et il y a des mégalopoles aujourd'hui dans le monde où l'eau vient à manquer. Le Cap, Téhéran, Ankara sont passés à quelques jours du point zéro. La rupture d'eau, on n'imagine pas ce que ça va être, la rupture d'eau. Dans une agglomération de 10 millions d'habitants, tout d'un coup, tout le monde part à la recherche d'une source. On a l'impression d'avoir dépassé, en fait, ces phénomènes naturels, mais ils nous reviennent dans la figure. Vous êtes un peu visionnaire, d'ailleurs, Gaspard, parce que vous parlez d'une crue au tout début du livre. C'est la catastrophe, l'eau... Eh oui. Alors d'abord, c'était pour montrer que la sécheresse et l'inondation, c'est évidemment les deux faces du même phénomène. Et puis, deuxièmement, c'était pour montrer que l'eau, elle peut être violente, elle commence comme une balle, c'est pas juste un élément sympathique, doux et sensuel, c'est quelque chose qui, également dans les légendes normandes autour de l'eau que j'ai été lire, est un peu effrayant, un peu malveillant, qui tue aussi, qui peut être empoisonné, d'où sortent toutes sortes de monstres qui attirent les gens. Et puis, lors de cette espèce de mousson qui ouvre le livre, les Normands qui ont 25 termes pour décrire la pluie, parce qu'il y a autant de termes en normand pour décrire la pluie qu'en inuit pour décrire la neige. Et encore aujourd'hui, on dit que quand le temps s'abernaudit, les poules s'accroupiotent. Alors, j'ai jamais bien compris ce que voulait dire s'accroupioter. Mais je trouve qu'on voit un peu le mouvement, comme ça, de la poule, et qu'on imagine... J'ai l'image, voilà, ça y est. qui est Oui. corrélé au mouvement de la pluie. Bon, donc il y a la bernodée, il y a la drache, il y a l'averse, il y a 1000 choses, il y a le crachin évidemment. Et tout d'un coup, les Normands n'ont plus de mots pour décrire ce phénomène, ils n'arrivent pas à le nommer. Ce qui également, pour un auteur, rend perplexe. Et ils n'arrivent pas à le nommer, et c'est ça qui est angoissant, c'est ce sentiment d'étrangeté, d'arriver dans un monde qu'on connaît, où les choses sont à peu près normales, mais qui est quand même un peu bizarre, un peu nouveau, comme aujourd'hui, où il fait un temps, non pas de printemps, mais d'été. Et ces petits éléments d'étrangeté, en fait, fait qu'on n'arrive plus à parler, que c'est très angoissant, et qu'on entre effectivement dans un univers où les bourgeons fleurissent en novembre, et où tout d'un coup, on bascule dans un monde où on n'a plus de référence, où les anciens n'ont plus de référence pour le décrire. Et je finirai par là, d'ailleurs, dans mon livre, il y a une ancienne, justement. Il y a toujours un ancien, quand même, dans les villages, encore aujourd'hui, même si les villages sont des ensembles très hétérogènes, avec des sociologies différentes, des revenus différents, des cultures différentes, des croyances différentes. Et c'est un peu le sujet du livre. Est-ce qu'à partir d'une crise de l'eau, on peut refaire village? Mais dans ce village, il y a une ancienne. Et l'ancienne, en fait, comme je pense c'est le cas en réalité, elle est complètement à contre-emploi. C'est-à-dire que l'ancienne, qui a encore une trace d'accent normand, elle dit tout le temps « c'est le progrès ». Et elle est ravie. En fait, c'est l'ancienne aujourd'hui, c'est l'ancienne des 30 Glorieuses.
Elle a pas du tout envie de retrouver la source originelle, de refaire des communs. Elle a connu la ferme sans eau courante. Elle a absolument pas envie de refaire le truc avec les bassines. Elle trouve que les rêveries des néo-ruraux sur la réappropriation traditionnelle et tout ça, c'est n'importe quoi. Et elle est ravie d'habiter dans un pavillon bien climatisé plutôt que dans un bâtiment de pierre ou dans une longère qui est difficile à entretenir, qui chauffe mal, etc. Et donc, on voit souvent, c'est le néo-rural aujourd'hui qui veut faire plus tradi que le tradi, plus local que le local, et c'est l'ancien qui justement est toujours dans ce rêve d'une modernité abstraite de son propre milieu. Oui, alors effectivement, vous décrivez à merveille toutes ces contradictions et toute cette complexité, quoi. Et puis, bien sûr, on retrouve dans votre ouvrage l'un de vos thèmes favoris qui est la suradministration, cet état à la fois surpuissant et impuissant finalement. Et c'est donc cette nécessaire redécouverte des communs. Parlez-nous un peu des communs et donc de la réappropriation de la politique, finalement, de la politique au sens propre du terme de gestion de la cité, quoi. C'est vrai que je me suis fait plaisir, je le reconnais, au début du livre, je mets en scène un énarque et j'avoue que quand j'écrivais mes premiers chapitres, tous les matins, je me frottais les mains et je me disais qu'est-ce que je vais lui mettre dans la poire aujourd'hui. Et effectivement, au début, il n'a pas le beau rôle et il arrive devant les gens qui ont des problèmes d'eau, etc. Puis il dit, mais ne vous inquiétez pas, il y a le SAGE, le SDAGE et le SRADET, et avec ça, vous serez bien et laissez-moi faire. Mais il n'est pas mal intentionné non plus, et puis c'est des choses que les autres ne savent pas, donc tout ça n'est pas si binaire. En tout cas, ce que j'explore, c'est qu'effectivement, il y a un savoir aujourd'hui gestionnaire, technocratique sur l'eau, qui a évidemment une certaine valeur, mais qui ne saurait se satisfaire à lui-même. Il y a aussi un savoir vernaculaire qui prend en compte des choses qui ne sont pas forcément verbalisables, mais qui sont connues et qui ont un sens, et qui particulièrement sur l'eau font sens. Comment est-ce qu'on maîtrise l'eau ? Est-ce qu'on maîtrise l'eau en faisant un grand plan national avec des canaux, des bassins de rétention, des digues et éventuellement des bassines et des grands forages et des compteurs Linky sur tous les forages ? Ou est-ce qu'on maîtrise l'eau parce qu'on se parle entre nous et que, en fait, dans certaines circonstances, sur des sous-bassins versants par exemple, on arrive à gérer notre ressource, et y compris par des moyens très low-tech. Aujourd'hui, ça ne coûte pas grand-chose de refaire des méandres, de faire ce qu'on appelle de l'hydrologie régénérative, de reconstituer des zones humides qui sont absolument nécessaires pour conserver l'eau plus longtemps. Parce que les êtres vivants ou les êtres humains sur Terre, la mission de nos corps, avec toutes ces alvéoles, c'est de retenir l'eau, de créer des méandres et des canaux. Mais pour faire ça, c'est simple techniquement, mais il faut se parler, parce qu'il faut convaincre tout le monde d'arrêter de drainer le champ, de laisser la crue se produire, et de se répartir l'eau d'une certaine manière, ce qu'on appelle en Corse, qui fonctionne encore sur le système des communs dans certains villages de montagne, les torre d'acqua. J'étais en Auvergne il y a 2 jours. En Auvergne, on a encore les sections de communes ou les communaux où les gens discutent ensemble sur les pâtures, les forêts ou la gestion des sources ou des lacs et des ressources halieutiques, de la manière dont on va réussir à travailler ensemble pour que chacun puisse exploiter la ressource sans que personne ne la surexploite. Et donc l'eau, c'est l'élément évidemment de la guerre. Il y a des guerres de l'eau, il y aura des guerres de l'eau, mais c'est aussi la possibilité de la paix. Et au fond, si l'eau circule, c'est que la parole elle-même se remet à circuler. Bon, j'imagine que Julien pourra réagir à tout ça parce que c'est vraiment son élément. Je cite juste une phrase, j'avais envie sur l'administration. Page 125. C'est ici, donc, au ministère de l'Environnement, alors, je ne sais pas si c'est boulevard Saint-Germain ou à la Défense, mais c'est ici, au cœur de la République, que règne la raison et que se construit l'avenir. Donc c'est une... Ironique, hein ? Oui, ironique, bien faut sûr. le prononcer avec... Rajouter « dormez, braves gens », quoi, c'est ça. Non, mais parce qu'il y a aussi une rationalité propre au pouvoir central qui s'est construite pendant 2 siècles, une rationalité ingénieriale, mais dont la science fondamentale découvre aujourd'hui les limites. Et aujourd'hui, quand les hydrologues nous disent autre chose. Voilà. Alors, et la politique publique aujourd'hui est à la traîne par rapport à l'horizon des sciences, que ça soit en agronomie. Vous allez sur le site de l'INRAE, c'est que des trucs sur l'agroécologie, les associations de culture, les couverts végétaux, et en hydrologie, pareil. Parce qu'on reste prisonnier, on est quand même gouverné par des gens qu'on fait généralement soit l'ENA, soit X-Min, c'est-à-dire c'est pas le cas de Julien, donc je suis tranquille, c'est-à-dire des ingénieurs ou des administrateurs, mais tout ça c'est pareil, c'est une raison analytique si vous voulez. Et il y a très peu de gens qui sont versés dans les sciences du vivant, et les sciences du vivant généralement elles nous disent quelque chose de tout à fait différent.
Alors, avant de passer la parole à Julien, enfin Marie-Laure et Julien, quand même, vous l'avez un peu élaboré tout à l'heure, mais on est à quelques jours des élections municipales. Et votre roman, c'est vraiment presque le corps du roman d'ailleurs. C'est justement ces relations qu'il y a entre justement ces néo-ruraux, ces ruraux, etc. C'est-à-dire que vous présentez un village comme pas du tout un truc homogène, quoi. Et ça, c'est intéressant parce que... Voilà, un village moderne. Moi, je voulais écrire Manon des Sources, mais au temps des intercommunalités. Et au temps où, au fond, personne ne se connaît dans un village où les gens ont des cultures complètement différentes et des raisons d'y être qui sont complètement différentes. Et d'ailleurs, j'ai vraiment pris beaucoup de soin pour que dans mes dialogues, chacun parle à sa manière. Le techno parle comme un techno, le type du bocage comme un type du bocage, la naturopathe comme une naturopathe, celle qui fait du slam comme une fille qui fait du slam. Parce qu'on s'aperçoit que les gens parlent un peu de la même chose et la même langue, le français, mais en fait, ils ne se comprennent pas. Ils n'ont pas le même langage, y compris l'agriculteur conventionnel face au berger local. Voilà. Et donc, toute la question est de savoir si on peut, dans une société effectivement individualiste, on ne va pas s'étendre là-dessus, si on peut, à l'aune d'une crise, on peut refaire commun, mais pas parce que les gens deviennent bons. D'ailleurs, je descends assez loin dans ce livre, dans la noirceur de l'âme humaine. Et puisqu'on parle des municipales, et je m'arrêterai là, la noirceur de l'âme humaine, je la mets en scène. Alors Zola a fait bien pire dans La Terre, qui est un roman d'un cynisme total, mais qui pour ça mérite d'être lu, parce que vraiment lui, il va sans aucun tabou. Et moi, je mets en scène la permanence de mairie. Et il me semble que la permanence de mairie aujourd'hui est l'équivalent du confessionnal au XIXe siècle. C'est-à-dire que les gens se sentent à même de dire le pire d'eux-mêmes, de révéler leurs égoïsmes les plus saillants, de dénoncer leurs voisins, sans aucun filtre. Comme si le maire, comme le prêtre auparavant, était censé écouter toute cette lie et puis ensuite faire pour le mieux. Et quand ma mère, nouvelle élue, néo-rurale, etc., fait sa première permanence de mairie, elle dit « mais c'est pas possible, c'est pas avec ça que je vais faire un collectif, c'est mort ». Et donc c'est aussi un livre sur la naissance de la démocratie. C'est si on a des gens aussi vilains et qu'à la fin j'arrive à en faire quelque chose, un peu comme un expérimentateur en touillant, en les mettant dans des situations un peu différentes, ça veut dire que c'est une bonne nouvelle pour tout le monde. C'est ce qui se passe dans votre propre village, dans l'Orne? Non, on est dans une situation hydrologique tout à fait différente. Merci Denis. C'est formidable de vous réunir tous les deux aussi, Gaspard et Julien, parce que le sol, c'est vraiment ce que vous avez en commun. Le sol que vous décrivez, Gaspard, élément de la radicalité politique. J'ai vu que Julien prenait des notes, et puis il y a plein de points communs, parce que vous avez tous ces personnages avec des générations en conflit, ou alors des générations qui se répondent. Et vous aussi, dans votre ouvrage, Julien de Normandie, que je remonte, Le chant du sol, eh bien, il y a toute cette galerie de personnages. Juste pour vous représenter à ceux qui ne vous connaissent pas, mais existe-t-il ceux qui ne vous connaissent pas. Je vous représente très rapidement. Vous avez été ministre de l'Agriculture de 2020 à 2022, également ministre délégué au logement. C'est quelque chose de moins connu, et vous êtes aussi l'auteur avec Éric Orsena du livre Nourrir sans dévaster. C'est pour ça qu'on vous avait reçu en 2024. Alors là, vous revenez nous voir avec Le chant du sol. Vous nous surprenez, Julien de Normandie, parce que ce livre est une fable, un roman. Il est très pédagogique, il nous parle d'agriculture, et en même temps il est très personnel. On sent que vous l'avez écrit, vous l'avez fait relire, et c'est vraiment une petite pépite et presque un ovni dans tous ces livres qu'on lit sur l'agriculture, parce qu'en plus il a cette qualité, c'est de s'adresser à tous les publics, et que les adolescents, les nouvelles générations justement peuvent le lire et apprendre plein de choses à travers lui. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Merci beaucoup. Merci beaucoup de nous réunir tous, et à vous d'être là. Moi, j'ai pris immensément de plaisir à écrire ce conte qui s'appelle Le chant du sol. J'ai beaucoup appris par mon compère Éric Orsena, et en fait, ce que je trouve absolument fabuleux dans la littérature, c'est que tout est faux, mais tout est vrai. Tout est faux parce que ce conte part d'une situation complètement imaginaire, devrais-je dire. Le 22 septembre, une trinité sonore se produit dans la capitale, et cette trinité sonore appelle l'impensable. Le sol se met en grève. Et en fait, ce conte relate la façon dont
un jeune agriculteur, le jeune Abel, un scientifique proche des politiques, Monsieur Victor, une personne en charge de la promotion immobilière chez la plus grande firme de promotion immobilière du pays, Madame Germain, un chef d'entreprise de l'entreprise Pimcaille, implantée en Normandie d'ailleurs, à Argentan dans l'Orne, mais aussi une jeune enfant. Comment l'ensemble de ces personnes vont réagir face à cet impensable, le sol se met en grève. Et la beauté de la littérature, c'est qu'on arrive à, je l'espère, emmener le lecteur dans ce côté dramatique. Qu'est-ce qui peut advenir dans une telle situation, mais uniquement avec des lieux qui sont réels, avec des personnes qui sont réelles, avec des éléments, des chiffres, j'espère des choses qu'on apprend, qui sont là aussi réels. Et en fait, on accompagne ces personnages face à leurs doutes, leurs inquiétudes, leurs actions également, avec beaucoup d'humilité. C'est pas du tout moralisateur, pour au final redonner vie, redonner corps à cet ami incroyablement précieux mais ignoré qui est le sol. Je dis ami parce que sans le sol, il n'y aurait pas les rivières. J'avais ce matin un débat entre est-ce que c'est le sol ou l'eau le plus important. En fait, c'est la poule et l'œuf. Il y a 470 millions d'années, avant que la vie sorte de l'eau pour aller sur Terre, la Terre n'était que des roches, il n'y avait pas de sol. Le sol se constitue là, et sans sol, vous n'avez pas de rivière, vous n'avez pas de source d'eau. Il y a 2 fois plus de carbone dans le sol que dans l'atmosphère. Le sol se met en grève, la planète brûle, les feuilles vont bientôt atteindre l'horizon parce que le sol ne les capte plus, avec ce cycle absolument fabuleux qui est que, alors qu'on parle de l'eau, et tu l'as dit Gaspard, qui est vivifiante, l'eau c'est la vie, on parle des arbres qui ont cette forme de poésie, de sensibilité, le sol lui c'est inerte, c'est un substrat, l'enfer est sous nos pieds, on enterre, alors que le sol c'est cette promesse de la feuille automnale qui est le symbole de la mort, qui va s'enfouir pour redonner demain cette vie printanière. Voilà. Et donc par ce livre j'ai voulu personnaliser ce personnage et lui donner considération. Vous en parlez très très bien. Et par contre, vous donnez pas forcément le bon rôle aussi aux décideurs, aux responsables. Hein. Quand on veut penser out of the box, qu'on veut remettre un petit peu en cause des systèmes, tu l'as relevé, Denis, hein, pour préparer cette émission. Voilà, c'est pas évident de s'opposer aux décideurs. C'est pas très gentil pour le président du MEDEF qui vous dit on va construire des énormes bassines d'eau pour... en plastique. Des piscines énormes. C'est une scène où vous avez tout le monde patronal qui se réunit avenue Bosquet et qui invite Monsieur Victor, ce scientifique, en disant bon qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et donc naturellement Monsieur Victor, avec cette humilité du scientifique qui sait et qui sait et qui essaye de convaincre d'autres, dit au chef d'entreprise en fait voilà à qui on a affaire, voilà qu'est-ce qu'il demande, voilà comment il faut l'entendre. Et je vous le dis, le sol ne va plus accepter l'eau. Et donc on va soit d'un côté face à des sécheresses énormes, comme le phénomène du Dust Bowl qui s'est apparu aux États-Unis dans les années 30, soit des inondations. Et donc là, c'est panique à bord. Le papetier se dit, mais comment je vais faire si moi je manque d'eau? Celui qui fait des centrales nucléaires se dit, mais comment je vais faire? Toutes ces situations, d'ailleurs, sont réelles aujourd'hui. Hein. Et puis, vous avez tout le monde qui se retourne vers le plus grand fabricant d'eau et d'assainissement, notre fleuron national, et qui lui dit, il suffit de construire des bassines. Vous savez, construire des bassines, en fait, il s'avère que les bassines, non seulement en plastique, non seulement ne régleraient pas le problème, mais en plus sont produites en Chine et on n'aurait pas la capacité de les faire nous-mêmes ou de les importer parce que les flux logistiques sont contraints. Mais ce que je veux dire par là, c'est en fait toute ressemblance avec des scènes qu'on a vécues est évidemment non fortuite. Et mon point, encore une fois, je dis ça du monde économique parce que la dernière pensée économique qui a mis le sol en son sein, ce sont les physiocrates, l'abbé Quesnay, et c'était il y a plus de 200 ans. Et aujourd'hui, il n'y a pas une politique économique qui prend en compte le sol, et notamment dans les relations commerciales. L'une des scènes auxquelles je suis très attaché, c'est ce jeune agriculteur, le jeune Abel, qui, avec ses compères, se disent « Allez, on y va ». Et donc, ils partent.
avec des remorques de terre cantalienne et ils partent de Mauriac pour aller jusqu'à Genève, au siège de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, donc le chantre du libéralisme économique, le gendarme du commerce. Et en fait, ils rentrent dans l'atrium de l'OMC et là, vous avez un sol en marbre, des parois minérales, une verrière au-dessus de la tête et au milieu, vous avez un ficus. Comme si l'Organisation mondiale du commerce se disait on va pouvoir encadrer, encapsuler, contrôler la nature. Et donc ils arrivent et ils disent allez les gars, et ils déversent des quantités de sol cantalien dans cet atrium. Figurez-vous, là encore, tout est faux mais tout est vrai. Évidemment, il n'y a pas eu cette scène et je ne suis pas là à appeler à tous les agriculteurs cantaliens à se rendre à Genève. Quoique s'ils le fassent, peut-être que je les accompagnerai. Mais le jeune Abel existe vraiment et surtout cet atrium, ce ficus, ces parois minérales, ils existent vraiment. Et donc c'est ça, moi je trouve la beauté de la littérature, passer des messages, apporter cette réflexion en acceptant des faits réels dans un environnement complètement faux. Et puis la littérature, c'est aussi la liberté de l'auteur, parce que vous faites même un petit peu d'exégèse en interprétant le meurtre d'Abel, le cueilleur-chasseur, qui vivait de la nature, par Caïn, le sédentaire, le dompteur de la nature, quoi. Donc c'est assez intéressant. Pour moi, c'est une vraie question. En fait, je me suis toujours demandé à quel moment une dérive... Alors, Gaspard le sait, j'ai énormément d'admiration et d'amitié pour Gaspard. Je ne suis pas d'accord avec des choses que Gaspard dise, et c'est la beauté aussi de l'amitié de se nourrir de choses différentes. Et je pense que c'est la même chose. Gaspard ne sera pas du tout d'accord avec tout ce que je dis. Mais en revanche, il y a un point où il y a eu un basculement dans notre histoire qui est à quel moment l'homme s'est dit on va pouvoir dompter la nature. Et ce terme-là, pour moi, est incroyablement important. Et je me demande, en fait, si tout cela ne remonte pas à une période très lointaine, au moment de la sédentarisation de l'homme. Donc il y a 20 000 ans. Et en fait, la naissance de l'agriculture. Et la naissance de l'agriculture. Et en fait, on est passé du mode chasseur-cueilleur, on allait vers la nature, à la sédentarisation. Et en fait, en y réfléchissant, je me suis dit, mais même culturellement, n'y a-t-il pas un parallélisme ? Et le jeune Abel, ce jeune agriculteur qui porte ce nom de l'Ancien Testament, va rechercher la Bible et relit la Genèse. D'ailleurs, la Genèse, qui est un livre qui est propre... pas que au catholicisme, le judaïsme, l'islam reprennent beaucoup de ce livre. Et en fait, on se rend compte que le premier meurtre, alors il n'a pas fallu attendre bien longtemps, mais le premier meurtre entre Caïn et Abel, c'est quand même le sédentaire qui tue l'éleveur-cueilleur-chasseur. Et cette lecture du livre de la Genèse, je me suis toujours demandé si, en fait, ça n'était pas au plus profond d'entre nous le début du commencement de beaucoup de nos limites et de beaucoup de nos travers. Merci aussi d'évoquer les coopératives. Notamment une grande coopérative spécialisée dans les semences dans le centre de la France, de qui pourrait venir une partie de la solution. Est-ce que ça, c'est votre côté techno-optimiste ? Moi, je crois beaucoup dans la science, mais vraiment beaucoup dans la science. Et je pense qu'il faut mettre de la raison dans la science, y compris dans la gestion de l'eau. Et Gaspard le disait tout à l'heure. Mais ces coopératives, on voit aussi les dérives de la science. Et je vous donne un exemple, et c'est l'un des combats du jeune Abel qui, écoutant le sol, se dit en fait, on a fait une terrible erreur. Et cette erreur, là aussi, elle est réelle. Figurez-vous que ces dernières décennies, on a construit des plantes où on a optimisé la partie matière organique, donc la tige, les épis, etc., en fonction des plantes, et on a réduit la taille des racines. On s'est dit, en fait, une plante, dans tout ce qu'elle va pouvoir produire, autant qu'elle produit en hauteur, on pourra récolter, on pourra augmenter les rendements, et tant pis pour les racines. Donc on a créé des racines courtes. Et le combat du jeune Abel, c'est de revenir à des racines longues. Et pourquoi les racines longues sont si importantes ? Parce que le sol adore les racines longues. Parce que ce sont ces racines longues qui apportent la matière au sol pour que le sol puisse refaire ce cycle de la vie et redonner d'autres matières à d'autres plantes. Et parce que plus les racines sont longues, plus le sol pourra incorporer de l'eau. En fait, le sol, il déteste être nu, il déteste être retourné et il aime les racines longues. Certains l'avaient compris. J'évoque cette scène à l'ONU, c'est notamment le défunt roi de Thaïlande qui, grâce à lui, a convaincu l'ONU. C'est la seule décision internationale que l'ONU ait prise sur les sols. Bon, mais
il a convaincu l'ONU, enfin grâce à lui, l'ONU a pris une journée internationale du sol le 5 décembre parce que le roi de Thaïlande, Rama IX, avait réintroduit le vétiver en Thaïlande, qui est une graminée aux racines longues et qu'encore une fois, le sol adore les racines longues. Et juste une dernière chose, et après Denis, je te repasse la parole pour parler du livre de Philippe Royer. Ce sol, et ce livre aussi, vous a été inspiré, Julien, par Jean Giono et L'homme qui plantait des arbres. C'est ce sol qui régénère, c'est ce sol vivant et qui nous donne un peu d'optimisme aussi. Mais moi, j'ai toujours, j'ai eu une admiration, j'ai une admiration sans limite pour Jean Giono et l'une des plus belles fables environnementales, qui est d'ailleurs la première, c'est L'homme qui plantait des arbres de Jean Giono. C'est une fable qui date de 1953 et qui est d'ailleurs une histoire incroyable. En fait, c'est un journal américain qui demande à Jean Giono, qui dit à Jean Giono, on est en train de faire une série des personnes les plus incroyables que vous ayez rencontrées. Et vous, Jean Giono, dites-nous quelle est la personne la plus incroyable. Et Jean Giono parle de Elzar Bouffier, cet éleveur des Alpes de Haute-Provence, comme il dit, qui va venir planter dans un endroit totalement désertique parce que l'homme a coupé tous les arbres, les bûcherons des villages. Il vient replanter des glands de chêne, puis d'hêtre, puis de bouleau. Et en fait, les arbres reprennent vie. Ça prend des décennies, le compteur le suit, les arbres reprennent vie, ce faisant, le cycle de l'eau revient, ce faisant, les oiseaux, la nature, la vie revient, et ce faisant, les hommes reviennent. Et en fait, Jean Giono nous apprend ce volet écosystémique, l'arbre au centre de tout. Mais Jean Giono, quelques mois après, se fait engueuler par le journal, parce que le journal le rappelle en disant, mais en fait, cet Elzar Bouffier, il n'a jamais existé. Et il répond cette phrase géniale que vous auriez pu dire, ne pensez pas qu'un écrivain allait vous parler d'une personne réelle, c'était évidemment une personne imaginaire. Et en fait, moi, c'est ce que j'ai voulu montrer dans Le Chant du sol, c'est passer de l'arbre au sol, mais surtout, et c'est là où j'ai beaucoup d'espérance, tous les personnages de ce conte existent vraiment. Et donc, à la différence d'Elzar Bouffier, ce sont de vraies personnes qui existent réellement ou qui sont une compilation de personnes qui existent réellement. Et c'est ça la part d'optimisme. Merci. Merci. Philippe Royer, merci d'avoir patienté. Alors, vous êtes donc fils de paysan, hein, c'est écrit comme le Port Salut, c'est écrit dessus. Hein. Dites-nous un peu qui vous êtes et pourquoi vous avez voulu écrire cet ouvrage. Oui, je suis un fils de paysan de Normandie, donc je rejoins plusieurs personnes dans cette origine normande. J'ai écrit un premier livre qui s'appelle « S'engager pour le bien commun ». Ce premier livre, c'est un cri face à la mutation de la société, qui pour moi commence à la chute du mur de Berlin, avec une succession de crises qui s'empilent les unes derrière les autres. Et une mutation, ça dure 40 à 50 ans. Et on dit souvent que dans les 10 dernières années, les crises s'amplifient pour accoucher d'un autre phénomène, d'un autre cycle. Et sur ça, pour moi, il y a un point qui est majeur, c'est que cette succession de crises, on la voit, endettement, crise environnementale, crise politique, crise pandémique, on les enchaîne, voire guerre aujourd'hui par rapport à ça. Et je pense qu'il faut se remettre dans la réalité du monde. Donc moi, j'ai écrit 2 essais. Le premier essai, c'est de se remettre dans cette réalité du monde, parce que si on ne regarde pas cette réalité-là, je pense qu'on conduit aux extrêmes. C'est-à-dire que c'est la traversée de la réalité qui nous permettra de nous en sortir, mais ça ne sera pas suffisant. Et pourquoi ça ne sera pas suffisant ? Parce qu'il faudra une vision, effectivement. Mais face à cette réalité, beaucoup de gens aujourd'hui pensent dans notre société que tout est foutu. Quand on regarde les votes, quand on regarde plein d'attitudes, les gens pensent que tout est foutu, que le politique est foutu, et qu'on va dans le mur par rapport à ça. Et il y a une certaine réalité. Je m'occupe de pauvres, je suis entrepreneur, j'ai dirigé un groupe coopératif, je me suis occupé de prisonniers, de personnes handicapées, je m'occupe de personnes de la rue aujourd'hui. Je viens d'emmener 1500 personnes de la rue à Rome. Et par rapport à ça, je me dis que face à cette situation, à ce chaos, il est absolument indispensable qu'on réveille notre espérance. Et le problème, c'est que quand je dis ça, les gens disent, et d'ailleurs on n'a que des gens qui ont envie de changer les choses ici, mais si on est assez objectif, on a envie que les choses changent, mais on voudrait que ce soit les pratiques des autres qui changent. Le problème de notre société, c'est qu'on veut que le monde change, on aimerait que le monde soit mieux, mais on voudrait que ce soit les autres qui changent. Or, je dis dans ce premier essai que le monde ne changera quand on changera là où on est, dans l'espace où on est. Et c'est vraiment quelque chose qui me semble vital si on veut changer les choses. Et ça veut dire qu'il faut qu'on quitte la somme des individualismes
dont nous sommes tous devenus. Et je me mets le premier dedans. Je dis qu'on est devenu individualiste, mais que la somme des individualistes ne ferait jamais le bien commun. On parlait du commun, de la terre et autres. Mais aujourd'hui, en fin de compte, on s'arrange avec le bien commun. Beaucoup de monde parle du bien commun, mais beaucoup de gens continuent à avoir leur vie individualiste. Et j'explique qu'on ne reviendra d'individu à personne que quand on retrouvera la joie de donner pour les autres et quand on arrêtera notre envie d'accumuler. Et l'air de rien, tout le monde est en train d'accumuler, y compris des gens qui écrivent, y compris. On est tous en train d'accumuler des choses et on a oublié que c'est la vraie joie à la fin d'une vie. Ce sera la joie de donner qui nous fera vraiment vibrer par rapport à ça. Qu'à la fin d'une vie, ce sera la partie la plus importante, ce sera notre gratuité, notre part de gratuité. À la fin de notre vie, ce sera l'amour qui sera le plus important. Ce sera l'amitié qu'on aura eue, ce sera tout ça. Et donc, je pense qu'il faut redonner cette vision anthropologique de la société. Et donc, ce premier livre sur ce sens du bien commun, il est fondamental. Parce qu'à partir du moment où on pense que c'est les autres qui doivent bouger, on s'en sortira jamais. Ou alors, on va aller tous dans le mur. Mais comme je suis animé d'une espérance, j'ai Fayard qui m'a dit « mais il faut écrire la suite ». Et parce que je disais, il faut donner du sens. Et je crois au fait qu'on a besoin d'une vision nouvelle. On a besoin d'une vision nouvelle. Si on veut passer de l'intérêt général au bien commun, pour moi, on est dans la faillite de l'intérêt général. Pourquoi on est dans la faillite de l'intérêt général? Parce que de faire plaisir, prendre une décision à 51%, ça ne suffit pas. Le principe du bien commun, c'est un projet collectif qui emmène tout le monde et qui rétablit la dignité de chaque personne. Et à partir du moment où quelqu'un n'a pas sa dignité, quand on est comme moi du bon côté de la fracture sociale, qu'on a bien réussi sa carrière professionnelle, on a un devoir d'aller aider les plus pauvres. Et je pense que, et ça, tout ça, je l'ai eu, je l'explique dans le livre Fils de paysan, je l'ai eu dans mes racines rurales. J'ai eu une carrière, j'ai dirigé 1800 personnes, j'ai fait plein de choses, mais quand j'ai écrit ce deuxième livre, je me suis rendu compte que j'avais cherché à conquérir plein de choses. Finalement, j'avais oublié que j'avais tout reçu dans ma jeunesse et dans ma campagne. Et je pense qu'on ne sait plus s'émerveiller. On ne pourra être acteur d'espérance que quand on va être en capacité de se réémerveiller. Et donc, il faut absolument se remettre dans cette capacité à se réémerveiller. Et à partir du moment où on va faire ça, on est dans un pays où il y a encore beaucoup de talent. On est encore dans un pays où il y a de l'argent pour ceux qui réussissent. Et je suis convaincu qu'on peut complètement changer la donne par rapport à ça. Mais on ne changera la donne, pour moi, que si on se remet à entreprendre sa vie. Parce que finalement, on finit tous par avoir peur d'entreprendre. Donc il faut réentreprendre sa vie. Et moi, j'ai 60 ans, j'ai parfois honte de ce qu'on laisse aux générations futures, à mes enfants et à mes deux petits-enfants. On a accumulé, on s'est pas bien comporté. Donc il faut qu'on change cette donne par rapport à ça. Et je suis plein d'espérance, on peut le faire. Et je pense que c'est en résorbant la fracture sociale qu'on pourra le faire. Et c'est ce qui fait que moi, je vais dans les banlieues, je vais dans les quartiers pour aider des personnes à se remettre debout et que je me rends compte que ça nous fait du bien parce que on parle de la fragilité du sol, on parle de la fragilité d'accès à l'eau, mais la vraie fragilité, c'est la fragilité humaine. Et si l'être humain ne traverse pas sa fragilité, il ne peut pas traverser la fragilité du monde par rapport à ça. Et c'est bien dans cette traversée c'est dans ce déploiement de nos talents et cette traversée de nos vulnérabilités qu'on pourra avoir ce monde d'espérance et d'abondance. Merci. Alors pour recentrer un petit peu le débat, vous avez parlé d'entreprise, d'entreprendre. Vous dénoncez à un moment le fameux principe de précaution. Est-ce que vous pouvez expliciter? Alors moi, je trouve que le principe de précaution est un truc aberrant parce que la vie est risque. Se lever le matin, c'est prendre des risques. Donc ça veut dire qu'il faut retrouver l'esprit d'entreprendre. On arrive dans une surbureaucratie. J'ai accompagné beaucoup d'agriculteurs. Ils n'en peuvent plus des normes. Enfin, on arrive dans un truc. Je viens de m'engager pour les municipales dans ma ville de Laval. Il y a un type qui m'expliquait, un chef d'établissement, il faut qu'il remplisse 8 pages de Natura 2000 pour emmener un groupe d'élèves afin qu'ils puissent prouver qu'il n'a pas abîmé les choses. On arrive
arrive dans un truc où on est... Moi, je suis très écologiste dans l'âme, mais on est arrivé dans un truc, dans une écologie bureaucratique. C'est dramatique. Il faut absolument... Pour moi, il faut qu'il y ait un cri. Dans ce livre, je dis, ce livre, c'est à la fois un témoignage, un cri et des solutions à travers le besoin d'une raison d'être pour notre pays. Mais le principe de précaution, c'est quelle idiotie. Quelle idiotie. Quand on est au principe de précaution, c'est qu'on n'a plus la foi dans la vie. Alors, d'abord, il ne faut pas dire n'importe quoi avec le principe de précaution, parce que l'accumulation normative aujourd'hui n'a rien à voir avec ce principe, qui, légalement d'ailleurs, n'est jamais utilisé devant les tribunaux. En revanche, c'est un principe qui concerne le respect de l'environnement. Et je suis désolé de dire que s'agissant de la nature, les sources, les sols, bref, tout ce dont on vient de parler avec force et poésie ici, c'est un principe absolument nécessaire que l'être humain prenne des précautions quand il met des produits débiles dans les sols, et que heureusement qu'il y a des règles pour le coup qui nous empêchent de nuire, alors qu'il y ait trop de normes. Je suis le premier à le dire, j'ai fait une campagne là-dessus, j'ai écrit là-dessus, et je pense qu'une norme plus simple est justement une norme plus stricte, plus contraignante, mais je veux dire, attaquer le principe de précaution, c'est exactement ce que fait le gars qui vient de passer là. C'est aujourd'hui le fuel du productivisme de la FNSEA, c'est d'attaquer le principe de précaution en disant laissez-nous faire, faites confiance au bon sens paysan, on sait faire. Vous rigolez ou quoi? C'est le bon sens paysan qui a créé la révolution verte dans les années 60. C'est le bon sens paysan qui a mis des produits phytosanitaires dans les sols. Je crois pas, non. Je vais vous répondre. Moi, je suis entrepreneur. J'entreprends ma vie et j'ai entrepris dans la vie par rapport à ça. Et s'il n'y avait pas de gens qui entreprenaient, il n'y aurait pas de société. Et donc, le principe de précaution qui est un principe lié à l'environnement. J'ai le droit de vous répondre. Rédigé comme ça. Est-ce que je peux vous répondre? Est-ce que je peux vous répondre? Vous n'avez pas la vérité tout seul. Donc, par rapport à ça. Et donc, sur ça, je pense qu'il faut retrouver une société qui entreprend. Bien sûr qu'on prenne soin des choses. Sur ça, je suis le premier à faire des choses pour l'écologie. On arrive à un niveau normatif qui est lié au principe de précaution qui est devenu insupportable par rapport à ça. C'est pour ça que l'industrie française a baissé, c'est pour ça qu'on a plein de points. On finit par faire des choses en Chine parce qu'on n'a plus le droit de les faire en France. C'est des réalités par rapport à ça, c'est des réalités d'entrepreneurs sur ça. Donc on a le droit de ne pas être d'accord, mais on se respecte, s'il vous plaît. Bon, merci Gaspard de réveiller le plateau. Je ne sais pas s'il s'endormait un peu, mais on comptait sur toi pour le faire. Peut-être Julien, un mot là-dessus, parce que quand même, il y a un vrai sujet, quoi. Mais, oui. Voilà. Après, il faudrait qu'on en parle pendant longtemps et pas simplement une prise de parole. Je pense que l'un des principaux sujets, c'est comment on fait pour accélérer toutes ces transitions, parce que c'est vraiment l'objet dont on parle. Et moi, je suis convaincu que la seule manière d'accélérer, je dis bien d'accélérer les transitions, j'ai été parmi ceux qui se sont opposés, y compris à l'emploi de termes pause dans la transition environnementale qu'on a entendu il y a 2 ans à l'issue du mouvement qu'on connaît tous. Donc moi je dis il faut accélérer les transitions. Je dis aussi, et on n'était pas beaucoup à le dire, je soutiens le Green Deal. Je veux dire, en tant que ministre de l'Agriculture, on n'était pas beaucoup à le dire. Mais je dis un point, c'est qu'il faut qu'on soit lucide sur le fait que si on veut accélérer les transitions, on doit au même moment et probablement d'abord protéger nos agriculteurs. Parce que le truc qui ne peut pas marcher, quelle que soit la source, que ce soit le principe de précaution, que ce soit les autorisations de mise sur le marché, que ce soit des volets administratifs, si on dit, nous, on se les applique, mais au même moment entrent sur nos marchés des produits merdiques qui ne respectent aucunement tout cela, en fait, la réalité, c'est que c'est perdant-perdant. C'est perdant pour l'environnement parce qu'on va détruire 2 fois plus à côté. C'est perdant pour nos agriculteurs parce qu'on ne leur laisse pas le temps de la transition. Et c'est perdant en plus pour nos concitoyens parce que l'alimentation, c'est le premier des médicaments. Et donc moi, ce que je prône, c'est ce protectionnisme agricole, je l'assume, je l'ai toujours dit, je suis pour les clauses miroirs, je suis un anti-poulet brésilien primaire, à tel point que la dernière fois que j'ai voulu me rendre au Brésil pour le livre Nourrir sans dévaster, j'ai été interdit de visite dans les zones de production de poulet parce qu'il disait ce ministre français qui s'oppose au poulet brésilien. Je l'assume, je suis contre le Mercosur, je l'assume et je suis pour la mise en place de clauses qui viennent prendre en compte la nature dans tous les échanges commerciaux. Mais je dis, si le débat reste que sur
le franco-français sans d'abord concilier tout le monde sur on se bat pour ce protectionnisme et on se bat pour ce qu'on appelle en anglais le level playing field, c'est-à-dire les mêmes règles au niveau européen, en fait, on est en train de détruire nos agricultures sans leur permettre d'accélérer les transitions. Et donc moi en tout cas, j'essaie de faire la motion de coalition. Je pense qu'on doit tous se retrouver d'abord sur ce sujet de protectionnisme agroalimentaire. Et je regrette que dans le débat, on s'auto-centre que sur nos sujets à nous, alors que vous soyez de gauche, de droite, du centre, ONG, industriels, syndicalistes, tout le monde devrait se rejoindre sur la prise en compte de la nature dans les échanges. Nous sommes des humains qui vivons sur une planète bleue. D'ailleurs, vous citez aussi le secteur textile, qui a aussi beaucoup à se reprocher dans votre livre. Typiquement, tous les débats actuels, Gaspard le sait, un t-shirt, c'est 2700 litres d'eau. 20% des pesticides utilisés sur Terre, c'est pour le textile. L'acétamipride, dont vous avez tant et tant entendu parler, c'est utilisé dans la production de coton. Il n'y a plus de textiles ou très très peu qui sont faits en France. Et donc, en fait, nous, on s'insurge sur nos modèles de production et tous les jours on surconsomme des produits qui sont des produits merdiques, je le dis comme je le pense. Et donc là aussi, si on veut remettre le débat dans le bon sens, c'est pas de se dire est-ce que je suis pour ou contre telle molécule, telle réglementation, tel truc, tel machin, c'est d'avoir une vision. Et moi ma vision c'est accélérons en protégeant nos agricultures. Parce que si le résultat, c'est juste de dire on délocalise notre agriculture pour aller la mettre dans des pays qui ne respectent aucune de nos normes et on importe des trucs merdiques, ça n'a aucun sens. C'est l'exemple, je terminerai là-dessus, moi qui m'a tellement marqué. J'ai habité en Égypte, j'ai 4 enfants, j'étais avec l'aîné. Mon aîné tombe malade, elle a 1 an, je vais chez le pédiatre. Et le pédiatre égyptien me préconise des antibiotiques. Je rentre, je demande à la nounou de ma fille où est-ce que je peux acheter des antibiotiques. Et elle me répond, allez au supermarché. Je lui dis, il n'y a pas d'antibiotiques là-bas. Et elle me dit, si, allez au supermarché, car vous pouvez acheter du poulet. C'était du poulet brésilien bourré aux antibiotiques de croissance. Et donc, vous aviez amoxicilline et protéines au même moment. Et ça, aujourd'hui, 50% du poulet qu'on consomme en France vient soit du Brésil, soit d'Europe de l'Est, soit d'Asie du Sud, bourré d'antibiotiques de croissance. Nous, en France, ça fait 15 ans que c'est interdit, mais le problème, c'est que tant qu'on ne met pas avec force ces clauses miroirs, tant qu'on ne dit pas, demandez, ça j'ai un décret que j'ai pris, j'en suis très fier, demain, allez dans les cantines de vos écoles et vous demandez d'où vient le poulet. Allez dans les restaurants de vos entreprises, allez dans le restaurant administratif, demandez d'où vient la viande. C'est un décret qui, aujourd'hui, l'impose cette transparence. Le première des choses, typiquement, c'est ce protectionnisme et c'est cette commande publique. C'est délirant et je confesse n'avoir pas assez poussé là-dessus. C'est délirant qu'on n'achète pas plus de la viande française partout dans nos restaurants administratifs ou des écoles. Alors, il nous reste quelques minutes. Je voudrais qu'on revienne à ce dénominateur commun que nous avons avec le salon de l'agriculture et le salon des agriculteurs. C'est un personnage ou des personnages qui sont présents dans tous vos ouvrages. Et je voudrais qu'on débattiez un petit peu sur justement ce bon sens paysan, fils de paysan que vous revendiquez. Parce que c'est quoi alors le bon sens paysan ? Est-ce que c'est une valeur cardinale, une philosophie de vie, un truc qui ferait des paysans, des citoyens modèles ? Quand on relit la Terre, parce que Gaspard m'a forcément incité à relire la Terre, ce que j'ai fait, les Rougon-Macquart, enfin le seul Rougon-Macquart dans la Terre, c'est celui qui est sympa, mais les autres là, ils sont pas à la fête, quoi. Donc c'est pas. Alors c'est quoi le bon sens ? On a envie de poser la question à Anne Berest aussi. Oui, c'est ça, parce que vous. Et et vous nous devez, Anne, 2 mots toujours. Hein. Si, Julien, j'avais pas oublié. Qui veut aller là-dessus sur le bon sens paysan, quoi ? Vous y croyez au bon sens paysan, Anne ? Ça vous évoque quoi, cette expression ? Et Gaspard aussi, mais je me méfie de cette expression. Je vais vous dire, je me méfie de cette expression. D'abord parce que y a bien quelque chose qui caractérise les agriculteurs, c'est d'être extrêmement adaptatifs. Ils réagissent très vite au marché, aux besoins des consommateurs, aux nouveaux produits, aux exigences de la science et évidemment à la politique. Et donc l'agriculture, en fait, elle est extrêmement mobile. Il ne faut pas croire qu'il y a un bon sens paysan qui, depuis des siècles, fait la même chose, reproduit les mêmes gestes. Pas du tout, ça se transforme en permanence. Julien parlait des physiocrates. Les physiocrates ont complètement remodelé la manière dont on envisage une ferme, parce qu'on en a fait une entreprise. La révolution verte, je le disais tout à l'heure, c'est pas le bon sens paysan de mettre de la chimie dans les sols et des machines importées des États-Unis. C'est un plan politique. Aujourd'hui, à quoi est-ce qu'on réfléchit ? Au sans-labour.
Bon, le sans-labour, qui est la grande mode, parce que ça permet effectivement c'est ce qui conserve le mieux le sol, de garder des sols vivants. Ce sans-labour, c'est une rupture avec 10 000 ans d'agriculture. On a toujours associé l'agriculture au labourage. Et puis là, tout d'un coup, on est en train de se dire, et ça ne demande pas forcément beaucoup de nouvelles technologies, peut-être pour trier les graines, par exemple, on se dit, tiens, finalement, le progrès, ça serait d'aller vers le sans-labour. Donc en fait, elle évolue en permanence, l'agriculture. Elle prend en compte le facteur politique, parce que ça a toujours été un sujet politique, ça a toujours été un débat pour l'ensemble de la société. Et donc, ce bon sens me paraît... en tout cas, il faut considérer qu'il est en transformation perpétuelle. Ce n'est pas quelque chose qui s'inscrirait dans des gestes immuables, qui reviennent siècle après siècle. Ce n'est pas vrai. Heureusement, ça évolue, ça se transforme. Et aujourd'hui, c'est en train de se transformer, je pense, dans le bon sens. Et mon pari, c'est que ce qu'on vit, c'est la résistance de la superstructure, le chant du cygne du XXe siècle. Mais tous les jours, j'ai des contacts avec des associations, des agriculteurs, des gens qui sont en train soit de basculer. Moi, je suis persuadé qu'un gouvernement qui ferait une transition agroécologique complète et qui l'assumerait serait plébiscité par le monde agricole. Parce que le problème aujourd'hui, c'est les injonctions contradictoires. Plus personne n'aime sortir le pulvérisateur. Mais simplement, il y a des problèmes de financement, il y a des problèmes de chaînes agro-industrielles, il y a des problèmes de foncier. Mais si... ces choses-là ne se résolvent pas une par une. On ne peut pas dire d'un côté on interdit, c'est ce que disait Julien est juste, on ne peut pas dire d'un côté on interdit l'acétamipride et de l'autre côté on continue à importer des noisettes italiennes et les mêmes qui signent la pétition contre la loi du plomb bouffent du Nutella. Évidemment, et s'habillent avec des chemises en coton. C'est complètement tartuffe. Mais le jour où au niveau européen on fait cette transition et où le système de subvention, le système bancaire, le système foncier accompagne ce truc, je pense que les agriculteurs iront... Et d'ailleurs c'est ce qu'avait montré le Shift Project l'année dernière, qui avaient associé, y compris les gens de la FNSEA, à leur grand colloque, leur grand symposium autour de la transformation agricole. Et on voyait qu'il y avait un vrai consensus qui se dégageait, parce que les gens voient bien, peut-être avec leur bon sens paysan, que dans la Beauce, les rendements chutent depuis les années 90, parce que les terres ne sont plus fertiles, qu'il n'y a plus assez d'eau, qu'il y a un changement climatique. Donc c'est des choses qui sont aujourd'hui vécues par les agriculteurs qui demandent une transformation claire. Bon, la contribution de Julien et après très Philippe. Rapidement. Et ce sera le mot de la fin pour moi. Mais si je peux rebondir sur ce que dit Gaspard, je suis à la fois d'accord et pas d'accord. Je suis à la fois d'accord dans le sens, le principal enseignement du vivant, c'est sa résilience. Le vivant, ça a 3,6 milliards d'années. C'est tous les débats entre la performance et la résilience. Le vivant, il n'est pas optimisé, il n'est pas performant. Vous savez, souvent on se dit mais j'ai 39 degrés de fièvre quand je suis malade. Mais vous savez pourquoi vous avez 39 degrés de fièvre ? Parce que votre corps se met en performance. Quand vous êtes à 37 degrés, votre corps n'est pas performant. Mais le vivant sait bien que si vous êtes ultra performant tout le temps, vous mourrez. La photosynthèse, la base de la vie, les mycorhizes, pour ceux qui connaissent, c'est un des systèmes les moins performants qui existent. Le premier enseignement du vivant, c'est comment je combine la résilience et pas que la performance. Ça, je suis totalement d'accord. En revanche, il y a un des points où je suis moins d'accord, c'est que le bon sens paysan, il faut surtout externaliser la contrainte. Il y a des choses, premièrement, qui ne sont pas simples et qui sont complexes. Le labourage... labourage et pâturage sont les deux mamelles de la France, ça date de Sully. Moi, je suis un adepte de l'agriculture de conservation des sols. Je suis pour le non-labour. Mais aujourd'hui, au moment où on se parle, ça n'est pas possible sans glyphosate. Et je l'ai dit, et c'est pour ça que j'ai assumé ma position sur le glyphosate. Mais ça, il faut le dire en même temps où on dit on protège les sols. Parce que c'est complexe, et la complexité fait que j'ai un objectif de biodive en surface qui vient se percuter un objectif de biodive en profondeur. Mais donc, les agriculteurs, ils demandent du courage de tout le monde, nous y compris, d'affronter la complexité des choses. Et enfin, le dernier élément, c'est que les agriculteurs, on dit les agriculteurs, mais les agriculteurs sont le réceptacle de la cohabitation des contraires qu'évoquait Gaspard. Aujourd'hui, l'agriculteur, si lui, vous lui demandez de produire beaucoup moins, vous demandez à un éleveur d'avoir qu'une seule vache dans son élevage, vous savez quoi ? Il sera capable de le faire. Est-ce qu'il en vivra ? Est-ce que nous tous, on sera capable de payer le prix, on acceptera de payer le prix ? Est-ce qu'au même moment, on acceptera d'empêcher de venir sur nos étals ces produits qui ne respectent pas nos normes ? La réalité, c'est qu'au moment où on se parle, non. Et donc, en fait, moi, je le dis, le premier des bons sens paysans,
qui manque dans nos campagnes d'ailleurs, qui manque partout, c'est d'externaliser les contraintes. Les agriculteurs, le monde agricole, et je parle devant François, il m'a déjà entendu le dire, mais le monde agricole, il devrait être les premiers à dire on veut plus d'environnement, on veut plus de bien-être animal, on veut aller plus vite dans les transitions. Mais ça n'est faisable que si ça et ça. Et là, on en reparle, parce que ça va nous secouer tous d'accepter les contraintes qui pèsent aujourd'hui sur les agriculteurs et qu'ils prennent sur leurs épaules sans nous les retransmettre. Les agriculteurs et les agricultrices, hein, et ça va nous prendre du temps, évidemment. Oui. Moi, sur le sens et le bon sens, je voudrais rebondir sur le fait qu'il y a besoin, effectivement, je suis d'accord avec Julien, de cette vision globale, voilà, et de cette souveraineté alimentaire européenne. Il faut remettre de la cohérence. Et là, je pense qu'on a vraiment, à un moment, perdu le bon sens dans la mondialisation. Je pense qu'on l'a vraiment perdu, ce bon sens paysan, en faisant des choses qui étaient complètement aberrantes, en transportant les produits partout. On a vraiment quitté ce bon sens. Après, le bon sens paysan, pour moi, il fait notion au temps et à la durée. Quand on est paysan, on sait qu'il faut du temps pour qu'une plante, elle pousse, et qu'il faut qu'il y ait du temps pour attendre la récolte et autres. Et par rapport à ça, cette notion du temps, on est dans une société très agitée, où on veut des choses à très court terme. Et donc, il faut à la fois une vision, il faut un plan dans la durée par rapport à ça, et il faut accepter que il faut du temps. Si on veut aujourd'hui, on veut faire pousser les choses plus vite. Si vous tirez sur une plante, vous la déracinez simplement, et donc elle est morte sur ça. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut remettre ces principes de la vie pour pouvoir diffuser ce bon sens paysan. Oui, Anne, vous avez eu le temps de votre mot préféré, détesté? Mais si. Votre imagination de romancière va faire le boulot. Non, je vous ai écouté et il y a un mot amélioratif qui est apparu chez vous tous, que vous avez tous utilisé, qui est le mot commun. Même vous l'avez utilisé. Oui, mais parce que je savais que ça ferait plaisir à Gaspard, c'est pour ça. Et le mot péjoratif que vous avez tous utilisé, c'est le mot mur. Mur. Voilà, c'est la conclusion. Bravo, merci Anne. Écoutez, merci à vous quatre. Merci de vos encouragements. Donc les ouvrages de nos auteurs sont disponibles sur notre stand là, et ils se feront un plaisir s'ils ont quelques minutes de vous les dédicacer. Merci beaucoup et à l'année prochaine.